comme à la maison. Entrez comme chez vous, faites comme chez vous, cher invité. Voilà, nous sommes sur ABK Radio, l'émission c'est comme à la maison. Et le lundi, dans notre émission, nous recevons Maître Prudence Marcel Mandeng II à chaque fois que son programme le lui permet pour parler des questions de droit, pour parler des questions et d'autres qui nous concernent dans la maison et même ailleurs. Bonjour Maître, bienvenue. Merci d'avoir accepté encore cette invitation ce jour. Bonjour Suzanne. Tout le plaisir est le mien et bonjour aux auditeurs. Voilà. Aviez-vous ce jour, on aborde la question de la scolarité, mais plus précisément du paiement des frais de scolarité, une obligation, une exigence pour les parents. Il faut le dire, vous êtes avocate médiateur et avant d'aller d'abord sur le direct, vous aimez concilier? Beaucoup. En fait, j'ai été médiateur avant d'être avocate et je pense qu'on a trop de problèmes. Et surtout, les tribunaux sont inutilement bondés. Alors, je suis un produit du Rwanda dans la formation en tant qu'avocat. Là-bas, on fait la médiation. Il y a 3 médiations avant le juge. Comme je suis médiateur et que là-bas, j'ai vu cette pratique, ça renforce mon choix d'être avocate médiateur. Donc, quand quelqu'un vient me voir, j'essaie d'abord de voir la solution amiable avant d'aller au tribunal. Ça, c'est vraiment extrême. Puisque dans certains cas, quand je suis médiateur, je n'ai plus le droit d'être avocate. Ah bon? Oui. Et est-ce que la médiation au Cameroun, elle est bienvenue? Avant d'entrer justement dans le sujet de ce jour. Alors, est-ce qu'elle est comprise? Elle n'est pas comprise en fait. Je pense qu'il faut un travail. Je suis en train de le faire avec mes clients. Quand un client vient vers moi, et si c'est un recouvrement commercial, si c'est une affaire familiale, une affaire de succession, je demande à rencontrer les autres parties. Alors j'essaye de les concilier. Donc ceux-là sont ravis. Je suis en train de bosser dessus et je me rends compte que les gens aiment. Parce que quand ils vont au commissariat, ça coûte de l'argent. Quand ils vont au tribunal, ça coûte de l'argent. Et certains commencent à comprendre que la meilleure solution, c'est la solution amiable. Et il faut voir un médiateur qui a des techniques spécifiques pour vous concilier. D'accord. Alors aujourd'hui, avec vous, on aborde la question des paiements de frais de scolarité. L'occasion faisant le larron, c'est la rentrée scolaire. Chez les parents, ça se bouscule. Certains, justement, se sont bousculés pour que, au moins, la première partie du paiement de ces frais de scolarité-là soit payé et qu'ils puissent avoir les accessoires, le matériel nécessaire pour entamer leur première journée de classe. Et pour ceux des parents qui soit traînent le pas ou alors refusent carrément d'accorder ce droit à l'éducation à leurs enfants, qu'est-ce que vous en dites? Alors, le sujet est magnifique parce que je suis une combattante pour l'éducation. Et je pense avoir commis un post d'ailleurs où je disais qui des deux parents freine l'inscription? Qui des deux parents est un frein à l'inscription? C'est-à-dire au paiement des frais de scolarité dans les temps. Parce qu'il faut le dire chez nous, c'est récurrent, les enfants, on paye peut-être l'inscription, mais après les tranches, il y a des jours où vous voyez des enfants au quartier parce qu'on les a sortis des classes. Justement, il y a ce conflit entre les parents, qu'ils soient mariés, qu'ils soient juste des concubins ou alors en couple, ils ont fait un enfant, ils ont ces conflits-là. Qui va payer, qui ne va pas payer? L'éducation est primordiale. Que ce soit le préambule de notre Constitution, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit la Convention qui parle des droits de l'enfant, on prescrit l'obligation de l'éducation. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Un parent, c'est un devoir. Et puis c'est un devoir qui peut être coercitif. Si on est dans un état regardant, ça veut dire... On vous contraint. Voilà. On vous contraint de payer. D'ailleurs, il y a dans le code pénal, un parent qui fait entrave à l'éducation de son enfant peut être puni. Et une amende peut lui être opposée. C'est ce qui va de 50 à 500 000 francs. Et une peine de prison aussi qui va de 1 an à 2 ans, surtout s'il y a récidive.
C'est pour dire le caractère obligatoire de l'éducation. Un parent, il n'a qu'à cravacher, mais il doit payer l'école de son enfant. C'est une obligation. Et si on est justement en train de parler de ces cas de parents, parce que c'est beaucoup plus ces parents-là que l'on regarde, ceux qui ne s'intéressent pas ou qui négligent l'éducation ou qui abandonnent justement l'éducation de leurs enfants. Ils peuvent avoir des raisons, des prétextes différents. C'est la vie dure, il n'y a pas des moyens, il n'y a pas si, peut-être c'est le trop plein d'enfants, le nombre d'enfants qui est peut-être excessif, qui va au-delà de leur bourse. Et donc, pour peut-être assurer l'éducation des uns, on peut abandonner certains ou alors ne rien accorder à personne. Pour ceux qui justement pourraient avoir ce genre de cas ou ce genre de prétexte, qu'est-ce qu'on leur dit? Je pense que l'enfant est un projet. C'est-à-dire, faut pas faire les enfants pour faire. Quand je vois une famille qui n'a pas les moyens, qui aligne les enfants, les payer l'école au bas niveau, c'est rien du tout. Dès que l'enfant entre au collège, ça devient sérieux. Oui. Donc, on revient sur cette histoire de planning familial, même comme les gens vont vous opposer le fait que non, il faut que l'Afrique ait les enfants, c'est une richesse. Non, c'est une richesse certes, mais le fait d'avoir des enfants qui ne sont pas scolarisés, ils vont finir dans la rue, ils vont finir drogués, ils vont finir ivrognes, ils vont finir bandits. Et là, vous lâchez des monstres en société. Tout part du projet. L'enfant est un projet. On ne se lève pas un matin, on décide de faire un enfant parce que ça coûte cher d'entretenir un enfant. Alors, ceux qui ont déjà des enfants et n'ont pas les moyens, malheureusement, chez nous, on décrète la gratuité de l'école, mais c'est pas certain. Quand les parents arrivent à l'école, je ne sais plus combien coûte l'école primaire aujourd'hui. Moi, je me souviens, je suis allé au collège, je payais 2000 au CES. Mais aujourd'hui, c'est une envolée. C'est une envolée. Donc, il faut une planification. Il faut une planification. Aujourd'hui, même le livre de l'enfant ne peut pas être réutilisé. Exact. À notre temps, nous, c'était mon livre unique de français. Mes frères ont utilisé le mien. De génération en frère après frère, année après année, absolument. C'était le même livre. Et là, on vous disait de prendre soin de vos bouquins pour que les frères les réutilisent. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La vie devient de plus en plus difficile et chère. Alors, il faut faire des planifications. Il faut réfléchir avant de faire un enfant. Réfléchir avant de faire un enfant. Absolument. Et il y a le prétexte, on est africain. Il y a le prétexte. C'est une excuse. C'est pour faire un enfant et ne pas lui donner la chance d'aller à l'école. L'éducation, c'est l'arme pour la vie. C'est une arme. Donc, si l'enfant n'est pas outillé pour la vie à travers l'éducation, pourquoi faire un enfant? Donc, il faut la planification. D'accord. Parlons donc de cette planification et de cette contrainte même qui peut être opposée aux parents qui n'accordent pas l'éducation à son enfant. Comment est-ce que justement ces contraintes s'effectuent? Est-ce qu'il y a des cas où si l'on vient à constater qu'il y a un enfant dans un quartier, dans une famille qui n'est pas scolarisé, au lieu d'être à l'école à une certaine heure, il est peut-être à la maison en train de faire, je ne sais pas, un certain type de travail, ou alors il est carrément à la maison et qu'il y ait une institution qui vienne à approcher pour connaître les raisons et qu'on trouve justement que cet enfant n'est pas scolarisé du tout, alors n'a jamais été scolarisé. Comment est-ce qu'on peut contraindre le parent à faire scolariser son enfant, qu'il ait des moyens ou pas? Bon, malheureusement, nous sommes dans une société où on ne rentre pas dans le détail. Moi, j'ai souvent rencontré plusieurs fois un gamin dehors et ça, c'est mon cas. Je me suis rapproché de la famille, j'ai constaté qu'il n'allait pas à l'école parce qu'il n'y avait pas les moyens, j'ai payé. Mais combien de personnes s'arrêtent? Nous sommes dans une société désormais individualiste. Oui. Personne ne s'inquiète de ce que des gamins aux heures de classe sont dans des marchés, sont dans des chantiers, sont ainsi de suite. Moi, j'interdis les chantiers aux mineurs. Les chantiers qui sont sous mes contract projects. J'interdis les mineurs là-bas.
Et je pose toujours la question, mais combien de personnes le font? Même l'État ne le fait pas. Logiquement, quand vous trouvez un enfant comme ça, vous saisissez les services sociaux et les services sociaux font le reste. Normalement, c'est même le travail aussi de la police. Il faut savoir pourquoi les mineurs traînent dans les rues. Mais personne ne fait. Personne. Maintenant, si c'est un couple et que le père a les moyens, il refuse de payer, on l'attrait au tribunal. C'est tout. Il fait une entrave à l'éducation de son enfant. S'il a les moyens, il refuse de payer. Le tribunal peut régler ça. Voilà. Est-ce qu'au sein du couple, si on est peut-être face à un couple où il y a un des partenaires qui a les moyens et que l'autre n'en a pas, mais voudrait justement que son enfant ou ses enfants soient scolarisés, que le partenaire qui a justement ces moyens-là, lui, refuse, est-ce que l'autre sexe peut intenter un procès pour que la scolarité de son enfant soit assurée? Absolument. Elle peut commencer par les services sociaux. Si ça ne marche pas, elle va voir sa hiérarchie. Il y a des boîtes qui sont allergiques à des parents irresponsables. C'est-à-dire, si vous y allez, le gars va passer un sale quart d'heure au travail. Il peut même perdre son travail parce qu'il n'a pas payé l'école de son enfant. Ça, c'est possible. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que parfois, les deux partenaires ont l'argent, peuvent payer. Oui. Maintenant, un conflit naît entre les deux. La femme estime que c'est le père qui doit payer. Non. Je pense que quand on fait un enfant, c'est un projet à deux. Il faut s'en occuper. Si le monsieur refuse de payer, par exemple, vous payez, la femme paye. C'est l'éducation de l'enfant, c'est votre enfant à deux. Vous avez 50-50. Donc, si le partenaire ou l'époux, même, refuse de payer, il faut payer. Vous n'allez pas laisser votre enfant à la maison parce que vous êtes marié à un homme irresponsable. Même dans le cas d'abandon d'enfant, c'est d'abord l'enfant de la femme. Les femmes, je vous demande de tout faire pour payer l'école de vos enfants. Parce que demain, quand l'enfant réussit, il va se retourner vers vous. Donc, il ne faut pas que ce soit un problème, une concurrence. Tu payes ici, je paye. Non, il faut payer l'école de l'enfant. Vraiment, l'enfant n'a rien à voir dans vos problèmes. Vous le mettez hors de ça et puis vous payez l'école pour son épanouissement. On pourra également dire qu'on va payer la scolarité de l'enfant, on n'est même pas certain de cette scolarité, de cette école qu'il va faire, de ce qu'il va devenir demain. Le chômage, il est accru. Qu'est-ce qui nous garantit de ce que si cet enfant va à l'école, il pourra devenir un homme demain? Alors, le contexte actuel ne doit pas être un frein à l'éducation. Un homme éduqué, c'est un homme riche, c'est un potentiel. Moi, je prends mon exemple. J'ai arrêté mes études en terminale. Je suis rentrée dans la vie active pendant près de 20 ans. Mais je ne me sentais pas complète. Je venais à la télé, je faisais tout. J'écris sur Internet, je suis très active socialement. J'avais l'argent, mais il me manquait quelque chose. Alors, j'ai décidé de repartir à l'école à 40 ans. Alors, vous dites, moi, j'ai eu des parents qui ont payé. Mais à un moment, la vie est ce qu'elle est. Oui. Elle est devenue autre chose. Et j'ai dû me débrouiller toute seule. Alors, avec les responsabilités que j'avais familiales. Mais, imaginez que ce soit un enfant qui devient adulte et qui n'a pas eu la chance d'être scolarisé et à 40 ans se met à regretter. Et il n'a pas les moyens de payer parce que l'école, ça coûte cher. Si à 40 ans, moi j'étais mal, je m'ennuyais en fait. Tout ce que je faisais, je me disais, quelque chose me manquait. Et là, je suis reparti sur les bancs encore pendant près de 10 ans. Donc, c'est ce sentiment, plusieurs personnes l'éprouvent en fait. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, peut-être faute de moyens, plus tard le regrettent. Moi, j'ai emporté avec moi dans ma folie de l'école des femmes et mariées qui aujourd'hui ont une licence parce qu'il leur manquait la personne qui va les encourager. Alors, je l'ai fait. J'ai emporté, il y a une qui m'écoute là d'ailleurs, Nicaise. Nous sommes partis à l'école, elles ont la licence aujourd'hui. Oui, nous lui faisons un coucou. Donc,
C'est comme ça. À un moment, on ressent le manque. Moi, j'ai des amis qui sont très riches, mais qui n'ont pas été à l'école. Et ça vous reste en travers de la gorge. Mais seulement, ils n'ont pas le courage de repartir. L'école, c'est une base. Même si vous n'avez pas de travail, faut pas comment je vais dire, faut pas lier l'école au travail. Il faut vous dire que l'école, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'essentiel pour un humain. Il faut étudier, il faut avoir de la culture, il faut pouvoir avoir cette transversalité intellectuelle qui vous permet de parler de tout, de tous les sujets. Donc, l'école, c'est hyper important. Même si on ne travaille pas et que on a étudié, quand on est dans certains milieux, quand on ouvre la bouche, on voit la différence. Ça, c'est très important. Et puis, on peut être allé à l'école dans un certain domaine et puis se retrouver ailleurs. Moi, je suis une littéraire, mais je me suis retrouvée commerciale pendant près de 20 ans. Oui. Je me suis retrouvée vendeuse de plein de choses. Mais la base école que j'avais m'a permis de faire des affaires et de réussir dans mes affaires. Et cette base école-là vient justement de l'implication des parents dès le départ, dès le bas âge. Oui. Cette scolarité qu'ils ont assurée, ils ont respecté leur devoir de parents. Oui. En fait, il ne suffit pas juste de payer. Il faut suivre. Aussi. Oui. Si on a une base comme la mienne, j'arrête 20 ans, je repars et puis j'ai des primes de l'excellence à l'université. Ça veut dire que j'ai une base solide. Mon père était solide en matière scolaire. Autour de moi, tous les enfants de la famille me lient à l'école. Parce que moi, j'ai une solide base. Non seulement il y avait l'école et il y avait le suivi de mon père, qui était... Il ne vivait que pour ça. Alors, c'est très important. L'école ne suffit pas. Les enfants doivent rentrer le soir et que les parents prennent leur sac, se rassurent qu'ils ont été à l'école, par les dates, par les cours, suivent leur programme. Je crois qu'on a ce qu'on appelle des cahiers de transmission. C'est-à-dire, vous savez que votre enfant était à l'école aujourd'hui, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Vous revenez dessus. Moi, je suis contre les répétiteurs. Je suis contre ça. Vous revenez vous-même dessus si vous en avez les skills. Si vous n'avez pas de skills, vous prenez un répétiteur. Mais si vous avez les skills, aménagez du temps pour vos enfants. Il faut suivre les enfants. Vous regardez les cahiers, vous corrigez les fautes. Vous suivez votre enfant. Alors, maître, pour ces cas de ces parents qui peut-être peuvent se retrouver dans ce cas que nous sommes en train de soulever aujourd'hui, simplement parce que eux, ils ont grandi comme ça, comme des enfants non scolarisés. Ils se sont lancés dans la vie active, ils ont bâti toute leur vie ainsi, ils ont fait des enfants et aujourd'hui prennent leur modèle comme étant le bon modèle. Est-ce qu'ils sont contraints aussi, eux-là, à scolariser leurs enfants? S'ils ont pu réussir sans passer par les bancs, sans passer par l'école? Non, ils sont contraints de donner au moins la base à leurs enfants. Je vous prends un exemple, peut-être un papa menuisier qui se dit qu'il y a peut-être un atelier florissant et qui dit mon fils va devenir menuisier. Mais il faut lui donner une base. Il faut bien que le fils puisse faire les devis. Il faut que le fils puisse connaître les noms des outils qu'on utilise dans la menuiserie. Ça, c'est plus une éducation pratique. Mais il faut une base. Il faut au moins qu'il soit arrivé en terminale. Et puis, le fils peut même aller à l'université et améliorer l'établi de son père et le rendre moderne, électronique, automate. C'est-à-dire on télécommande. L'enfant peut développer l'affaire d'une autre façon. Ingéniosité. Oui, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été à l'école traditionnelle qu'il doit priver son enfant. Moi, j'ai un ami qui est nas de la plomberie, mais il a des médecins qu'il est en train de former, des architectes et des économistes. Lui, il n'a pas eu la chance, mais il est pour l'éducation de ses enfants. Donc, ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas une raison. C'est pas un prétexte, non. C'est pas un prétexte. Au contraire, si vous le faites et que vous êtes beaucoup plus jeune, vos enfants vont vous améliorer. Moi, par exemple, je me souviens, je suis arrivée chez ma mère qui n'a pas eu la chance d'être scolarisée parce que justement, en matière de choix, leur père avait dit les garçons vont à l'école, les filles ne vont pas. D'accord. Pourtant, les filles étaient beaucoup plus intelligentes. Ma mère, elle n'a que son CP, mais elle parle convenablement français.
parce que ses enfants ont été scolarisés et que quand elle faisait une erreur, on disait maman, on dit pas ça, on dit comme ça. Oui. Et puis elle était très intelligente et puis elle lit ma mère. Tous mes posts elle lit, tout ce que j'écris elle lit. Et puis on en discute. Ça veut dire qu'elle s'est formée avec ses enfants. Elle est pour que ses enfants aillent à l'école. Déjà, elle me contraint même souvent. Elle me dit, il y a un orphelin, il y a un déplacé, il a des problèmes d'école, il faut que je règle. Donc, tous mes petits orphelins que je gère viennent de ma mère. Elle regarde un enfant et dit, il faut qu'il aille à l'école. Si tu peux, tu l'aides. Et je paye l'école à beaucoup d'enfants comme ça. Donc, c'est pas parce qu'elle n'a pas eu la chance qu'elle est contre l'éducation. Ce serait pas bien. Voilà. Donc. Voilà. Et quand on arrive à des cas de réticence où les parents se déchirent parce que la scolarité des enfants refuse catégoriquement d'être payée, est-ce que les sanctions peuvent être lourdes ou minimes? Forcément lourdes. C'est une entrave à l'éducation. Et le code pénal sanctionne ça, à son article 355. On peut avoir justement l'idée du contenu? Oui. Le parent qui a une entrave à l'éducation de son enfant peut être puni par une amende qui va de 50 à 500 000 ou alors par une peine de prison privative de liberté. Oui. Qui part d'1 année à 2 années, surtout s'il y a récidive. D'accord. Donc, les gens doivent savoir que ne pas payer l'école à leur enfant peut les mener à la prison. Il suffit que la personne porte plainte. Que le parent qui se sent lésé avec l'enfant porte plainte. Et que l'autre parent ait les moyens. Parce que la condition quand même est que cette personne ait les moyens de payer. Celui qui refuse justement de payer, il doit avoir des moyens. Il doit avoir les moyens de payer. S'il n'a pas les moyens de payer, la loi ne va pas être appliquée. Mais il doit se débrouiller pour payer. Il faut payer l'école des enfants. Payer l'école des enfants, et est-ce que les enfants le rendent toujours bien? Ou alors est-ce qu'on doit justement s'attendre à ce que les enfants nous le rendent toujours bien? Alors, ça c'est une question... Moi je pense que si vos parents vous ont donné de l'éducation, c'est un don d'amour, il faut le leur rendre. Mais plusieurs personnes pensent que, des parents même le disent, hein, ah non, je ne fais pas mes enfants pour qu'ils m'aident demain. Ils sont libres, hein. Ils sont libres. S'ils ont les moyens de prendre soin d'eux demain, ça va. Oui. Mais si vos parents vous ont éduqué, vous avez le devoir des aliments. Que vos parents soient riches ou pauvres, vous avez le devoir d'aliments envers vos parents et d'assistance. Ça veut dire, s'ils sont malades, vous les soignez. S'ils ont faim, vous devez les nourrir. Pareil pour la belle-fille, hein, et le beau-fils. Oui, les deux sont obligés envers les parents. Que ce soit beaux-parents. Oui. Voilà. C'est une obligation. Alors, il y a des parents qui sont tout aises. Ils peuvent ne pas vouloir que leur enfant les aide. Mais je pense qu'il faut éduquer l'enfant dans le sens de la solidarité. Il faut qu'un enfant sache que à tout moment, les choses peuvent changer et qu'ils doivent aider ses parents ou aider ses frères. Ouais. Comme nous. Moi, j'ai renoncé à mes études pour mes frères, pour aider mes frères. Au fond de moi, je me disais, je suis assez solide pour décrocher et puis revenir. Donc, j'ai fait ce don de moi. C'est un devoir. Vous ne pouvez pas avoir des moyens et autour de vous, les gens souffrent. Et puis, nous sommes africains. C'est la solidarité. Oui. Et maître, on a ce retour-là sur la responsabilité plus tard des enfants lorsqu'ils sont déjà grands, ils peuvent déjà se prendre en charge, de prendre en charge également en retour leurs parents sur la base de ce qu'ils auront reçu cette éducation-là. Et pour ceux des parents qui sont souvent aussi très exigeants en termes de résultats, est-ce que parce que vous payez la scolarité de votre enfant, il faudrait que les résultats en fin d'année ou en fin de trimestre soient à l'image de ce que vous... Mais cela va de soi. Ce matin encore, je disais à l'un des miens là, moi je paye pas une classe de fois. C'est une pression suffisante. Oui. Et hier, ma mère me rappelait, moi avec mes frères, je signais des contrats.
Je signais les contrats avec l'un de mes frères, notamment, mon préféré d'ailleurs. Qui disait quoi, pas d'ailleurs? Il était en seconde C et je crois qu'il n'avait pas eu une bonne note, à mon sens, peut-être 10. Et j'estimais qu'il devait aller en seconde A. Non, en première A. Et il m'a dit non, lui, il veut aller en première D. Je lui ai dit, tu pars pas en première D, tu pars en première A. Parce que ta note n'est pas bonne. Et mon frère, on a discuté longtemps. Il était jeune, hein? Oui. On était tous jeunes. Et il m'a dit, on signe un contrat. Et on a signé le contrat. C'est lui qui l'a dit? Mon frère, oui. On a signé un contrat où il me promettait, il me disait, il va en première D, je paye la première D, et s'il échoue, je le ramène en première A. Mon frère a signé. Je demandais même à ma mère où le contrat était, je ne sais pas où je l'ai mis. Il a signé, puis il a eu le probatoire D. Ah ouais? Eh bien, j'étais contente. J'étais contente. Il a un bac D. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas débourser de l'argent et puis ne pas avoir les résultats. Est-ce que cela va également de l'implication justement du parent à ce que des résultats probants reviennent en fin d'année, en fin de trimestre? Bien sûr. C'est pour ça que je dis, l'éducation, c'est pas payer, c'est s'investir. Oui. Mes frères en général, on discutait. On avait des débats, même mes neveux, tout le monde. Moi, je suis un peu tata école. Donc, c'est une interaction constante. Si, par exemple, on me fait un SMS sur le téléphone avec des termes bizarres, je renvoie le SMS ou je le corrige. Si mon frère m'envoie une lettre, à l'époque, il m'envoie une lettre qui a des coquilles, je corrige au bic rouge, je renvoie. Il refait une lettre correcte s'il a une demande pour que j'honore la demande. Obligation de résultat positif. Bah oui, c'est obligé. Le parent ne peut pas. Les parents souffrent. Les enfants doivent savoir. J'ai pensé à quelque chose, je ne sais pas comment je vais faire ça. J'aimerais que les enfants aillent passent une journée au travail avec leurs parents pour comprendre le sacrifice d'un parent pour l'école. Un enfant de maçon, un enfant de Bayam Selam. Sous le soleil, sous la pluie. Un enfant d'avocat aussi. Il faut faire attention. Un enfant d'avocat. Il va au tribunal avec son père toute la journée. Le genre, son père ou sa mère, avec peut-être 3-4 audiences. On le met sur le coup. Oui. Il va rentrer sur les rotules. Et ça, c'est très important parce que les enfants pensent que quand ils demandent, on donne. C'est très facile. Papa se couche, maman se couche et puis ça tombe. Non, ils doivent savoir, même au bureau. Je recommande aux parents de passer une journée professionnelle avec leur enfant, quel que soit le domaine, pour qu'ils ressentent la souffrance. Même vous, Suzanne, il vient, il s'assoit là, il voit comment maman ne brasse pas de lait toute la journée. C'est très important. C'est comment je vais dire, c'est des leitmotivs en fait. D'accord. Merci, Maître Prudence Marcel Manding pour ce beau moment d'échange que nous avons eu avec vous. Avec vous, justement, nous avons parlé de l'obligation des parents à payer la scolarité de leurs enfants. J'espère que vous avez été nombreux à être édifiés dans cet entretien très cher. Maître, nous vous disons merci encore. Merci, Suzanne, une fois de plus. Et je continue de dire aux parents, l'éducation est la seule chose qu'on peut donner à un enfant. Vous le faites voyager à travers le monde, c'est pas utile. Donnez l'éducation à votre enfant et demain, vous aurez fabriqué un homme avec un H. Donnez de l'éducation à vos enfants et demain, vous aurez fabriqué un homme avec grand H, un homme pour lequel vous pourrez être fier. Comme à la maison, entrez comme chez vous, faites comme chez vous, cher invité.